Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Scanner. Alors si vous voulez vous questionner et vous instruire, mais tout ça tout en vous amusant, vous êtes au bon endroit, ne bougez surtout pas. Allez, venez avec moi, on est parti pour près d'1 heure ensemble. Alors j'espère que tout le monde qui nous regarde, vous êtes bien assis parce que comme je l'ai dit, on va passer un petit moment tous ensemble, on va passer une 50aine de minutes et vous allez voir, ça va être 50 minutes bien rentabilisées parce que déjà c'est une émission de Génération Scanner, donc voilà. Et en plus aujourd'hui c'est une émission un peu particulière parce qu'on a une invitée de marque avec nous. Je vais pas vous en dire trop maintenant, je garde encore un tout petit peu le suspense. Et avec cette invitée, on a bien sûr aussi des membres de la rédaction jeune de Scanner qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner. Et donc je vais vous présenter un peu tout le monde, mais on va revenir 2 secondes en arrière. Parce que moi, je vous parle de Scanner, mais peut-être que vous qui nous regardez, vous ne savez pas exactement c'est quoi Scanner. Donc Scanner, c'est vraiment un média d'expression par et pour les jeunes. Nous, on va faire de la vidéo comme ici, mais également de la radio, des podcasts, des textes, bref, on fait plein de choses. Et notre objectif, ça va vraiment être de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui les intéressent et comme ils le veulent. Et donc, ici, on est en vidéo sur Vedia pour l'émission de Génération Scanner. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème qui est vraiment un thème très important. On a décidé de se questionner sur comment on pouvait faire société tous ensemble dans une société qui justement est parfois un peu remplie de crises, remplie de tensions. On voulait voir comment on peut continuer à faire lien tous ensemble, comment on peut arriver à une société solidaire et inclusive. Et pour ça, comme je l'ai dit, on a une invitée de marque qui est notamment là dans le cadre du festival Libertad qui se déroule actuellement à Verviers, donc ne manquez pas, allez-y vraiment, c'est très chouette. Et donc on a Madame la ministre, Madame Taubira, ancienne ministre de la Justice française, qui est notre invitée aujourd'hui. Madame Taubira, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir, Emma, vraiment. Et donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Comme je l'ai dit, on va parler de comment créer ou recréer du lien, on va parler de vivre ensemble, on va parler de société inclusive et solidaire, on va parler de lutter contre les extrêmes, bref, on va parler de plein de choses tous ensemble. Mais donc, comme j'ai dit, on a notre invitée de marque qui est là. Et Madame la ministre, moi, je voulais vous poser une première question toute simple. Comment vous allez aujourd'hui ? Je ne dirais pas que je crache du feu, mais parce que j'ai dans les jambes un voyage un peu long et puis quelques réunions ces derniers jours, mais je vais bien. Je vais vraiment bien, je suis surtout ravie d'être ici. Nous aussi, on est vraiment ravis que vous soyez là. Et je voulais voir pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être aujourd'hui à Verviers, que ce soit ici sur notre plateau, mais aussi en général dans le cadre du festival Libertad. Parce que j'ai eu connaissance de ce festival il y a quelques années à peine, donc j'ai eu de la curiosité pour ce festival et je trouve que l'initiative est très très belle, elle est forte, elle est profonde, elle est sérieuse et que ce que je sais, notamment à travers des personnalités qui ont déjà participé, c'est un moment où l'échange est profond, où la relation s'établit dans le respect mutuel, avec une vraie confiance, et puis il y a surtout une convergence de préoccupations, de valeurs, d'interrogations, de projections sur l'avenir aussi. Donc ce festival, porté par notamment le CRVI, mais un ensemble d'associations, de ce que j'ai compris, un tissu associatif qui me paraît très très dynamique, je pense que ça valait le coup de venir voir de près. C'est vrai que vous vendez bien le festival, on invite tous ceux qui nous regardent à venir voir un petit peu, participer aux conférences et tout ça, mais vous allez voir, on va vous en reparler encore un petit peu plus tard. Mais donc, comme je l'ai dit, vous êtes là aujourd'hui, on est ravis, c'est votre première sur Génération Scanner, mais à côté de vous, on a également 2 membres de ce qu'on appelle la rédaction jeune, et eux, c'est pas du tout la première fois qu'ils sont là, on a Romane, elle est là quasiment à toutes les émissions, donc Romane, toi, tu es assez habituée, mais comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, je suis vraiment super contente d'être ici, donc comme à chaque fois sur Génération Scanner. Et Romane, peut-être que ça ne vous aura pas échappé, vous qui nous regardez, on a un petit lien de parenté. Donc Romane, elle a pu me dire en off que ça lui tenait vraiment à cœur d'être là aujourd'hui. Romane, pourquoi c'était si important d'être là pour toi ? Déjà, c'est toujours, comme je disais, un plaisir d'être ici chez Vedia, mais aussi le thème, garder le lien, en sorte d'avoir une société solidaire et inclusive, c'est super intéressant. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une invitée de marque comme vous, Madame la Ministre. Donc le tout dans le tout, j'étais trop contente de pouvoir être ici aujourd'hui. Merci Romane. Et on a également Richnel. Richnel, toi aussi, tu es déjà venue quelques fois. Toi, comment tu vas ? Parce que si je me trompe pas, tu sors aussi d'une période d'examen, c'est ça ?
Ouais, je sors d'une période d'examen. Déjà, je vais très bien. Et après, comme j'ai pour habitude de dire, donc lorsqu'il s'agit vraiment de génération scanner, on reste disponible et tout. Et toi aussi, c'était important pour toi d'être là aujourd'hui pour cette émission un peu particulière? Après, c'est toujours un plaisir parce que toutes les thématiques qui sont abordées par Génération Scanner sont assez enrichissantes et tout. En plus, nous avons la présence en plateau d'une personnalité, bien évidemment, Madame la Ministre, assez inspirante. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir d'être là. Merci, Richnel. Bah, Reginald, tu viens de parler, mais je vais te recéder directement la parole parce que du coup, on vous a présenté en 2 mots. On a juste dit que vous étiez ancienne ministre de la Justice, Madame la Ministre, mais on veut en découvrir un peu plus sur vous. On veut savoir qui vous êtes. Et pour ça, c'est pas moi qui vais vous poser des petites questions, c'est Richnel qui va s'en charger et il va faire ça dans une séquence qui s'appelle le portrait. Une fois de plus, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui, Madame la Ministre. Et comme Emma l'a su dire tout à l'heure, cette séquence, elle est intitulée Le portrait. Et ici, le principe, il est très simple. Il sera question pour moi de vous proposer une série de phrases afin de pouvoir faire plus ample connaissance avec vous. Et lorsque vous allez les remplir au fur et à mesure, on va évoluer. Donc, sans toutefois plus tarder, si vous êtes prête, on peut y aller, quoi. Donc, Et si je ne suis pas prête, que se passe-t-il? Allons, brode, alors. Allons-y. donc, la première phrase à compléter est la suivante. Je m'appelle. Christiane Taubira, Derrière ce nom, je suis quelqu'un qui. qui bouge beaucoup, déjà, qui pense pas mal, qui se dispute quand c'est nécessaire, mais qui a une relation très très cordiale avec les personnes en général. Et si je devrais résumer mon parcours professionnel, je dirais. Alors, j'ai une vie professionnelle intense parce que j'ai choisi de changer de métier tous les 4 ans. Et puis après, une fois que je me suis engagée par des élections à la vie politique et pas seulement à la vie militante, j'ai eu un engagement public constant, je crois, parce qu'il était visible, il était audible, constant, fidèle à mes convictions, à mes idéaux, au point, lorsque ça a été nécessaire, d'aller à la rupture. Très marqué par votre parcours parce que j'ai essayé de creuser également sur votre profil et tout. S'il fallait décrire votre parcours de militante, qu'est-ce qu'il fallait dire? Vous pouvez dire s'il vous plaît. Alors, c'est assez compliqué, mon parcours de militant. Alors, c'est vraiment un engagement qui date du lycée, à Cayenne, en Guyane. Donc, j'étais adolescente et qui se poursuit aujourd'hui encore. Même lorsque j'ai eu une vie politique dans l'espace public avec des fonctions parlementaires ou gouvernementales, mon engagement militant n'a jamais été mis de côté, il n'a jamais été atténué. Donc, c'est lui qui m'a inspiré mes actions, mes interventions, mes luttes. Donc, cet engagement militant, il me constitue. S'il fallait donner votre combat en une phrase, qu'est-ce que vous direz? Déjà, ça fait un moment que vous m'agacez à m'obliger à parler de moi-même. Ah, mais il y a plusieurs petites questions encore, Ouais. vous allez voir. Faut profiter quand même. Je ne sais pas définir ça. Ok, c'est pas grave. À part la constance, la cohérence, l'engagement, la sincérité, voilà, je ne sais pas définir cela autrement. Bon, du coup, s'il y avait 3 mots qui vous définissaient, genre, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport Je viens d'en donner 4. Vous Ok. pouvez choisir. Et ce qui vous a le plus construit, c'est. Les luttes, la responsabilité. J'ai perdu ma maman, j'étais adolescente, donc Ouais. j'ai été confrontée à la nécessité de comprendre ma vie, de définir ma route, de m'engager, d'être solidaire avec frères et sœurs plus jeunes. Et donc la solidarité, la générosité que je tenais de ma maman, parce que son comportement quotidien était un comportement de grande générosité, c'est-à-dire de disponibilité, d'attention aux autres. Voilà, ce sont des valeurs qui sont essentielles pour moi et qui sont constamment présentes dans mon esprit. Votre plus grande motivation est. Ça, servir, être utile. Sinon, je peux mener ma vie. J'avais une vie professionnelle très, très enviable. Je changeais de métier tous les 4 ans. À chaque fois, je suis directrice ou directrice générale. Je n'avais pas de chef. J'avais une vie que j'aimais, quoi. Et qui me convenait bien. Moi, par contre, aujourd'hui, après avoir regardé, après avoir parcouru votre profil, bien évidemment, je suis très fier de vous et vous m'avez beaucoup inspiré. Cependant, s'il fallait vous demander quelle est votre plus grande fierté, qu'est-ce que vous direz, s'il vous plaît? Ben, je n'en ai pas de fierté. Je dirais que j'ai de la dignité. J'ai la conscience d'avoir fait correctement, sans tricher, tout ce que j'ai fait. Je ne prétends pas avoir tout bien fait, mais j'ai tout fait
en faisant au mieux de ce que j'étais capable de faire et sans jamais tricher, c'est-à-dire pas d'entourloupe, pas de ruse, pas de dissimulation. Voilà. Quitte à affronter de l'hostilité, je dis très clairement ce que je pense juste, et je fais tout ce que je peux pour rendre réel et efficace ce que je pense juste. Madame la ministre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous révolte aujourd'hui? Qui me révolte? Ouais. Ben, l'état du monde, oui, il y a malheureusement de très nombreuses raisons d'être révolté. La violence qui frappe le monde, aveuglément, brutalement, avec cynisme en plus, l'affaiblissement de la gouvernance multilatérale qui m'inquiète profondément, et puis cette accoutumance. On a l'air de s'habituer. Heureusement, il y a des peuples qui protestent contre cette violence que nous avons autour de nous. Mais il y a quand même d'une façon générale, notamment au niveau des gouvernements, une espèce d'accoutumance à ces dérèglements, à cette violence, à cette loi du plus fort, à cette arrogance. Et ça me préoccupe considérablement. Et pour vous, pour votre génération, je trouve que c'est assez déprimant, même si je vous invite à ne pas vous laisser déprimer. C'est assez déprimant de grandir dans un monde pareil. Et du coup, sachant que nous sommes quand même dans un monde où nous sommes appelés à faire des rencontres, à rencontrer des personnes, si je peux dire comme ça, cependant, qu'est-ce que vous avez pu apprendre de l'être humain? De l'être humain? Ouais. Ben, j'en apprends tous les jours. J'espère continuer à apprendre encore pendant de longues années. Ce que j'apprends, c'est que nous sommes singulières, singuliers. C'est que individuellement, très très souvent, les personnes, même celles qui arrivent avec de vilaines pensées, de vilaines paroles, etc., sont des personnes qui, dans une relation individuelle, personnelle, peuvent se révéler elles-mêmes porteuses de plus belles qualités, de plus belles pensées. Mais je dirais que quand même, l'injustice est telle lorsque la société est déséquilibrée, qu'elle est mal organisée, qu'elle n'est pas solidaire, etc., que il faut lutter pour les idées, pour les principes, pour les valeurs, pour les objectifs. Il faut se battre pour ça. Et parfois, on est obligé de se battre contre des individus, contre des personnes qui ont le pouvoir, qui sont crispées sur leurs idées arriérées. Parfois, on est obligé de se battre contre ça. Mais dans la relation quotidienne, moi, j'aime bien rire avec tout le monde et voilà, et prendre un verre avec n'importe qui avant même de connaître la personne. Du coup, je vais tout droit achever cette séquence avec cette dernière question. Pour vous, c'est quoi une société inclusive et solidaire? C'est une société où les politiques publiques notamment organisent cette inclusivité, cette solidarité. L'inclusivité, la solidarité ne peuvent pas peser sur les épaules ni des individus, ni des associations, ni simplement des syndicats, même si les syndicats sont déjà à un niveau où ils peuvent organiser la solidarité. Par exemple, mobiliser tout le personnel d'une structure pour améliorer la condition d'une catégorie. Donc, c'est déjà un niveau d'action et d'intervention. Mais ça n'est pas toujours la capacité d'action. Les syndicats interviennent, se mobilisent, parce qu'ils ont besoin que ceux qui sont responsables prennent les décisions. Donc, une société inclusive et solidaire, c'est une société où nous partageons la conviction de cette nécessité qu'elle soit inclusive et solidaire, et où nous agissons pour que ceux qui sont responsables de la rendre effectivement inclusive et solidaire agissent en ce sens. Donc, principalement les gouvernements. Ok, merci beaucoup. Merci Richnel, merci Madame la Ministre. Moi, je voulais juste creuser un dernier point que vous aviez dit. Vous aviez dit au tout début, la première phrase ou la deuxième plutôt, c'était que vous, derrière votre nom, vous êtes quelqu'un qui se dispute quand c'est nécessaire. Est-ce que vous disputez qu'avec des politiques ou parfois pour vous, il faut aussi être un peu en conflit aussi avec d'autres personnes? Alors, je ne recherche pas le conflit, mais je ne le fuis pas. Je ne le fuis jamais. Alors, ça peut arriver avec d'autres personnes, mais ça n'est jamais sur des motifs futiles. Ce n'est jamais dérisoire. Je ne me dispute pas avec les gens. Je suis d'un tempérament très joyeux. J'aime la vie, ça se voit. Oui, ça se voit vraiment. J'aime la vie, j'aime les gens spontanément. Avant que je déteste quelqu'un, d'abord, il faut qu'il y ait des signaux. Alors, par contre, j'ai de vraies antennes. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de beaucoup de signaux.
Très vite, je perçois si une personne est antipathique, égoïste, désagréable, je perçois. Mais d'une façon générale, j'aime les gens. Et une façon d'aimer les gens et de les respecter, c'est de ne pas tricher là aussi. C'est-à-dire que s'il y a des désaccords, il faut les assumer, il faut les exposer, mais dans le respect, dans la cordialité, tranquillement, dans le souci de la conversation, c'est-à-dire de la capacité à discuter, à exposer ses arguments et à trouver une voie de dialogue. Bah, merci beaucoup, Madame la Ministre. Franchement, c'était très intéressant de vous découvrir comme ça. Et justement, notre prochaine séquence, elle a un peu un lien avec une de vos réponses. Vous nous disiez que pour vous, il n'y avait plus vraiment de gouvernance multilatérale. Et c'est assez bien lié avec ce dont non. Pardon, c'est assez bien lié avec notre prochaine séquence parce que nous, on va parler d'extrêmes, justement, de la montée des extrêmes, donc du fait qu'on n'a plus cette gouvernance si multilatérale que ça. Et pour ça, nous, on s'est dit qu'on allait interroger les jeunes pour les questionner sur qu'est-ce qu'ils ressentaient face à cette montée des extrêmes. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas demander à Richnel et Roman ou aux autres membres de la rédaction jeune, mais qu'on allait aller directement interroger les jeunes dans la rue. C'est Vic et Alexandra qui se sont chargés de cette tâche et elles ont donc fait cela dans la séquence qui s'appelle le Dans la rue. Salut la team! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place, les discours extrémistes. Est-ce que ça inquiète les jeunes? Allons leur demander. Que penses-tu de la montée des extrêmes et des discours extrémistes? Alors moi je suis pas très d'accord avec ça parce que je trouve que faut jamais aller dans l'extrême, donc que ce soit extrême gauche ou extrême droite. L'extrême gauche des fois c'est un peu trop parce que bon on donne quand même de l'argent à l'État pour qu'il finance des gens que finalement ils travaillent pas. L'extrême droite il y a quand même des gens qui viennent dans notre pays pour avoir une vie meilleure. Moi je suis plus au centre. Moi c'est quelque chose qui m'inquiète de plus en plus, que ce soit dans les deux sens du spectre un peu on va dire gauche et droite. Et c'est vrai que c'est un discours, j'ai l'impression, dans les médias en général, c'est de plus en plus polarisé. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression en tout cas, que ça vient du fait, notamment avec les réseaux, où on doit être le plus percutant, le plus vite, pour avoir un impact. Et donc, il n'y a plus beaucoup de place pour le compromis, pour l'ambiguïté. Et ça, c'est des choses qui sont un peu dommages. Alors pour moi, les extrêmes, par exemple l'extrême droite, c'est effrayant parce que c'est de plus en plus partout, que ce soit en Belgique, en France, un peu partout en Europe. Oui, ça fait peur parce que je ne sais pas dans quel monde on va vivre. Et voilà, c'est la fin de ce micro-trottoir. Et vous, qu'en pensez-vous la team? À la prochaine! Ici, on voit qu'on nous parle dans la petite vidéo, les jeunes nous parlent de désaccord ou de peur face à la montée des extrêmes. On nous parle aussi de polarisation, notamment dans les médias, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de nuances, de compromis. Moi, je voulais vous demander à vous autour de la table, peut-être d'abord commencer par Richnel et Roman. Vous, c'est quoi votre sentiment quand vous voyez justement qu'il y a la montée de l'extrême droite un peu partout? Donc déjà, pour réagir à la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Et cependant, moi, personnellement, je suis beaucoup plus dans le débat et la discussion parce que voilà, je suis quelqu'un qui a cette facilité à pouvoir dialoguer. Donc du coup, lorsque je débat, je discute, j'essaye de déconstruire tout ce qui est négatif. Donc moi, c'est ma façon à moi de réagir. Ouais, c'est ça. Donc toi, face à tout ça, tu te dis il faut réagir. C'est comme ça que tu et que tu réagis et tout ça. Et Roman, toi, c'est quoi le sentiment que tu as quand tu vois que partout dans le monde, on a un peu de la montée de l'extrême droite ou gauche? Moi, je trouve que ça fait peur parce que on voit, comme tu dis, justement, que ça se multiplie. Et comme Madame Ministre le disait justement, on voit aussi qu'il y a la violence qui monte un peu partout. Et donc ça fait vraiment peur. Et surtout que on voit qu'aller dans les extrêmes, ça a parfois conduit à des événements dramatiques. Par exemple, je pense à la Seconde Guerre mondiale où on voit que finalement, l'extrême droite, elle est montée en flèche en Allemagne. Et donc, ça a provoqué plein de dégâts. Donc, c'est ça qui fait peur. On a l'impression qu'on tend de plus en plus à aller vers les extrêmes, notamment l'extrême droite. Et donc, c'est ça qui fait peur, quoi, oui. Vous, Madame la Ministre, c'est aussi un sentiment de peur que vous pouvez avoir face à cette montée des extrêmes? Alors déjà, je suis trop vieille pour avoir peur. Ensuite, j'avoue que il y a très longtemps que je n'ai pas peur. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui est paralysant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est illégitime. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont peur sont faibles ou sont lâches, etc. Mais pour ma part, il y a très très longtemps, ma vie a été telle que les épreuves auxquelles j'ai été confrontée très vite, la nécessité pour moi de construire des réponses moi-même parce qu'il n'y avait pas de secours immédiat, tout ça fait qu'il y a très très longtemps que j'ai réglé mes comptes avec la peur. Donc, mais il faut raisonner la peur, c'est-à-dire que la ressentir, l'éprouver n'est pas un problème en soi.
soi. Ce qu'il faut, c'est ne pas lui donner l'empire sur soi. Donc, arriver à la maîtriser, arriver à la raisonner. Et la difficulté, c'est que les peuples, et pas seulement les peuples européens, de façon très visible les peuples européens, mais moi qui circule partout dans le monde, je vois aussi dans d'autres régions du monde, en Amérique du Sud aussi par exemple, je vois aussi la façon dont des discours politiques instrumentalisent la peur et comment on rend les gens frileux, sur la défensive, et on finit par les rendre égoïstes parce qu'ils sont tellement effrayés par un monde qu'ils ne comprennent plus, et on leur propose des solutions tellement simples qu'ils finissent par se replier sur eux-mêmes et se laisser dominer par la peur. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à effectivement poser sur la table la question de la peur, et la poser non pas simplement dans un champ affectif, mais dans un champ politique. Qu'est-ce que la peur ? Qui s'amuse à instiller la peur? Qui s'amuse à nourrir la peur? Avec quels instruments on nourrit la peur? Et comment on doit affronter ça? Parce qu'en fait, on se met à la merci de ceux qui instrumentalisent, de ceux qui manipulent. Lorsque une communauté humaine, que ce soit un peuple, que ce soit une société, que ce soit du personnel dans une société, etc., dans une entreprise, se met à fonctionner sur la peur, elle devient complètement vulnérable. On en fait ce qu'on veut. C'est ça. Donc, il faut vraiment, la peur est à la fois un instrument de manipulation et un instrument de vulnérabilité. Et l'important, à mon avis, pour votre génération, c'est de savoir l'identifier, la repérer, l'identifier, vous en emparer et la maîtriser. C'est comme ça que vous allez conserver votre propre liberté. C'est ça. Et pour vous, c'est justement cette instrumentalisation de la peur qui peut faire qu'il y a un peu des montées des extrêmes un peu partout dans le monde, ou pas forcément? Alors, moi, je ne confonds pas, je ne mets pas dans le même paquet l'extrême droite et l'extrême gauche. Il suffit de regarder l'histoire. Les comportements ne sont pas les mêmes, les conséquences ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes. Donc c'est devenu, et ça fait partie justement du discours de manipulation et d'aliénation, de dire les extrêmes, donc on ne fait pas de nuance. Moi j'ai entendu cette jeune fille qui dit, alors moi je préfère être au centre. Il est où le centre? Il est où le centre en politique? Il faut avoir des convictions, il faut avoir une pensée, une vision de la société et défendre cette vision de façon démocratique, c'est-à-dire ne pas l'imposer aux voisins qui pensent différemment, mais être capable de la défendre vis-à-vis de ce voisin, de la défendre lorsqu'il y a des élections et qu'il faut choisir, de la défendre lorsqu'il y a des débats politiques et qu'il faut argumenter. C'est lorsqu'on renonce à cela que les médias peuvent effectivement nous desservir ce qu'ils veulent, des choses qui font peur, un discours sans nuance, l'absence d'espace où nous pouvons nous discuter. Nous pouvons même nous disputer. Nous pouvons même nous disputer. Nous disputons avec des mots dans le respect réciproque. Mais c'est ça la démocratie. Le propre de la démocratie, c'est de permettre que des convictions différentes, des opinions différentes coexistent. On n'est plus en démocratie si on pense tous pareil. Oui, c'est ça. Et justement, on parle ici avec cette séquence de la montée des extrêmes, de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et justement, est-ce pour vous, on peut dire en quelques mots que la société, elle est pourrie? Non, je ne dirais pas ça, parce que ça aussi, c'est un raccourci qui permet à une masse importante du peuple de se désintéresser. C'est pourri, ça ne m'intéresse pas. Sauf que quand ça ne vous intéresse pas, quand ça n'intéresse plus le peuple, les dirigeants, les gouvernants font ce qu'ils veulent. Donc tout ça, ça fait partie des instrumentalisations pour dépouiller le peuple de son pouvoir. Or, ce pouvoir, il a été conquis. Ce sont des luttes sociales et des luttes politiques qui ont donné le pouvoir au peuple. Sinon, on serait encore en monarchie partout. Et monarchie, quoi. Parce qu'il y a encore des monarchies, mais souvent, ce sont des monarchies constitutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a encore des sociétés qui ont des rois ou des reines, mais il y a une constitution. Comme chez nous. Voilà, qui établit les principes, les lois, le cadre, l'institution judiciaire, l'état de droit, les contre-pouvoirs, etc. Bon, mais ceux qui viennent nous raconter que voilà, il faut pas vous mêler de tout ça, après ils vous manipulent. Ça sert qu'à ça de dissuader le peuple de donner son avis, de commenter, de penser par lui-même, de discuter, de débattre, de se mobiliser, de faire grève.
c'est pour le manipuler. C'est ça. Bah, justement, vous parlez de mobilisation du peuple, de pouvoir du peuple. Et justement, nous, on s'est dit qu'on n'allait pas faire qu'une petite vidéo sur comment on ressentait cette montée des extrêmes, mais on voulait voir aussi comment les jeunes y réagissent face à cette montée des extrêmes. Et donc, on va découvrir maintenant une deuxième petite vidéo qui a à nouveau été tournée par Vic et Alexandra. Comment réagis-tu face à cela? Moi, ça me met en colère, vraiment. À part essayer de faire un peu de sensibilisation, notamment sur les réseaux sociaux, je vois pas trop ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle. Je fais pas grand chose, mais après c'est bien que je vois des gens, par exemple même les professeurs et tout ça, qui vont manifester, qu'il y a des manifestations à Bruxelles, même avec le Minerval justement qui a augmenté, et je trouve ça bien. Moi, de mon côté, j'essaye dans mes discours avec mes proches de cultiver un peu une place pour le débat, pour l'ouverture. Maintenant, j'ai pas d'engagement en cette direction-là. Pour toi, comment peut-on lutter contre les discours extrémistes? Nous, on est étudiante en assistante sociale. On peut faire remonter des problèmes qu'on voit justement dus à ça. Et puis, je suis féministe, donc forcément, la montée des masculinistes, par exemple, est un gros problème. Du coup, à part continuer à militer dans l'autre sens, voilà, pour moi, c'est déjà une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Il faudrait que le gouvernement suive. Je pense essayer d'avoir une approche un peu nuancée, essayer de comprendre un peu chaque fois les deux parties, essayer de comprendre pourquoi l'autre en est arrivé à de telles conclusions, et probablement qu'il a ses propres raisons, et nous-mêmes, et le but toujours d'essayer de rechercher un compromis plutôt que de rentrer en confrontation avec l'idéologie de la personne en face et de rejeter purement et simplement une opinion. Donc ici, on voit que les jeunes, ils ont plusieurs façons de réagir. Il y en a certains qui sont en colère, qui décident de faire de la sensibilisation, notamment auprès de leurs proches, qui militent, qui manifestent, qui essaient d'apporter un peu de nuances, de créer des compromis. Bref, il y a plein d'actions d'agir. Et moi, je voulais voir, peut-être d'abord demander à Richnel et Roman, vous, comment vous réagissez? Richnel, toi, tu nous l'as un peu dit, mais est-ce que tu veux développer un peu sur comment tu réagis face à la montée d'extrême? C'est quoi, justement, ta réaction vis-à-vis de ça? Bon, après, comme j'ai dit une fois de plus tout à l'heure, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, qui a un esprit critique assez élevé, et voilà, toutes les informations que je reçois forcément ou alors que je trouve sur les réseaux, j'essaie de pouvoir creuser en profondeur, j'essaie de pouvoir faire la différence. Et cependant, l'autre, il a dit, ouais, je m'engage peut-être en allant dans la discussion, en sensibilisant. Moi, c'est ce que je fais de mon côté parce que je sais, je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux et je partage des informations, et cependant, je fais aussi des textes assez inspirants pour les autres. Donc, je me limite pas, je fais tout vraiment pour pouvoir aider les jeunes par rapport à ces différents discours, quoi. Je vais vraiment dans le sens de la sensibilisation. Roman, toi aussi, t'agis plutôt en essayant de sensibiliser sur les conséquences que peuvent avoir la montée des extrêmes, ou toi, t'agis autrement? Déjà, je pense que j'essaye de m'informer sur ce qui se passe dans le monde, et justement les extrêmes où ça se passe, l'évolution malheureusement plutôt négative, et ce que ça apporte, etc. Donc déjà, m'informer, c'est une première chose. Ça peut paraître un peu... Enfin, ça n'a pas un gros impact public, mais déjà, savoir et être consciente de ce qui se passe dans le monde, je trouve que c'est intéressant. Je suis pas sûre que je suis la personne qui essaye le plus d'aller à la confrontation avec les gens. C'est pas trop dans mon caractère, mais en tout cas, par exemple, déjà, vu qu'on est chez Scanner, j'ai l'impression qu'on essaye de prôner, nous, l'inclusion, et j'essaye de plutôt montrer justement qu'il faut aller vers le côté positif, vers la solidarité, etc., et ne pas aller justement du côté des extrêmes. Donc, c'est un engagement qui peut-être n'est pas très élevé publiquement, mais en tout cas, voilà, j'essaye à mon échelle de faire un peu agir les choses. Et Madame la ministre, moi j'avais une question par rapport à ce qu'un des jeunes a dit. Un des jeunes parlait d'apporter de la nuance. Vous me parliez tantôt que parfois en politique, il n'y avait pas vraiment cette nuance, qu'on pouvait un peu créer la peur, voilà. Pour vous, c'est qui alors qui doit apporter cette nuance? C'est quand même les politiques, ou c'est plutôt le secteur associatif, les individus eux-mêmes? Qui doit apporter la nuance dans la société? Mais c'est déjà l'intelligence. Les choses d'un bloc, d'une seule couleur, d'une seule densité, ça n'existe pas. Donc l'intelligence qui consiste à regarder vraiment les faits, à s'instruire, à se cultiver. Si on connaît l'histoire, tout à l'heure je disais, mais on ne dit pas les extrêmes comme ça.
Hein. Parce que simplement, il suffit de regarder l'histoire, il suffit d'étudier l'histoire, il suffit de comprendre pour se rendre compte que cette confusion-là, elle a une finalité. Donc, ce qui peut apporter la nuance, et c'est très très important, le même jeune a parlé du compromis. C'est important le compromis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un effort pour tenir compte des arguments de l'autre en face, pour essayer de construire quelque chose ensemble. Mais ça suppose qu'on pense qu'on vit ensemble. On pense qu'on construit la société ensemble. Si par contre, il y en a qui se considèrent comme au-dessus de tout, au-dessus des autres, qui ont déjà l'opinion définitive et la vérité absolue, ils n'ont pas besoin de compromis, ils n'ont pas besoin d'expliquer, ils n'ont pas besoin d'entendre les autres. Donc, c'est dans la démocratie. Et les extrêmes, ça ne promeut pas la démocratie, je suis désolée, c'est pas compatible. En tout cas, l'extrême droite, la démocratie n'est pas compatible avec l'extrême droite. C'est pas compatible, c'est l'autoritarisme, l'extrême droite. Et c'est pas moi qui le dis par fantaisie. L'histoire de l'extrême droite partout, sur le continent européen, ailleurs aussi. En Amérique du Sud, on a eu des régimes dictatoriaux autoritaires qui n'ont pas l'idéologie d'extrême droite telle qu'elle a été construite en Europe par le nazisme ou le fascisme, mais qui a son idéologie aussi. Et c'est pas de nuance, c'est pas de détail, c'est pas la justice avec sa gradation selon l'importance de la faute, c'est la justice au faciès, c'est l'exclusion selon des critères complètement subjectifs et arbitraires. Donc c'est ça, et je pense que votre génération ne peut pas consentir à cela. Donc apporter de la nuance, apporter de la complexité, apporter l'effort d'écouter l'autre, apporter l'effort de vouloir du compromis. Et pour moi, c'est un effort. Mon tempérament, moi, ma culture politique et idéologique, elle demande beaucoup d'efforts pour arriver au compromis. Parce que je suis une impatiente. Je pense qu'une société juste, c'est une société où on organise la solidarité de telle façon que chaque personne, grâce à ses talents, à ses qualités, à ses capacités, à son travail, que cette personne arrive à faire le meilleur chemin possible dans la vie. Ça veut dire qu'on organise la société pour donner à chacune sa chance. Bon, moi je suis pressée de ça. Donc, mon tempérament, c'est face à cet idéal-là, je vais aller très vite. Mais intellectuellement, je me dis, il faut accepter l'idée du compromis, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on doit aller moins vite, qu'on doit se fixer 5 ans pour atteindre ce but-là, alors que moi, j'ai envie de l'atteindre en 6 mois. Donc, la question du compromis, ce n'est pas une facilité. C'est un effort qu'on doit faire pour se dire, moi, je suis persuadée que c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis sûre d'avoir raison. Mais je ne peux pas avoir raison toute seule. Et je ne peux pas tout faire toute seule. Donc, je fais un effort pour que, avec les autres, nous puissions avancer vers ce but-là. Mais moi, ça me fait souffrir de me dire on va mettre 2 ans alors que je suis persuadée que si on donne un bon coup d'accélérateur, on va le faire en 6 mois. Justement, pour rebondir un peu, vous parlez du fait qu'on agit avec les autres et tout ça, et ça fait de nouveau un très bon lien avec notre prochaine séquence, parce que Romane, tu vas nous parler justement de cette question de vivre ensemble et tout ça. On va essayer d'aller vers un peu plus de positif maintenant. Donc Romane, je te laisse nous parler, toi, brièvement, dans notre séquence de vivre ensemble et autres, dans ta séquence qui s'appelle donc le QCM. Oui, donc le concept du QCM, il est assez simple, vous avez peut-être déjà vu parce que j'adore cette petite séquence, c'est que je vais vous poser une question et vous donner 3 possibilités de réponse et vous allez devoir deviner quelle est la bonne réponse. Alors pour commencer directement, je vais vous poser une question, c'est qu'est-ce qui est célébré le 16 mai à votre avis? Est-ce que c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix, la journée internationale de l'espoir ou la journée mondiale de la justice sociale? On va peut-être d'abord aller de ce côté du plateau et on viendra après vers vous, Madame la Ministre. Richnel, qu'est-ce que tu en dis, toi? Pour moi, j'irais beaucoup plus sur la journée du vivre ensemble parce que c'est une date qui me parle beaucoup, le 16 mai. Là. Ok, super. Emma, toi, tu es d'accord avec Richnel? Moi, j'hésitais entre ça et celle pour la justice sociale. Donc, peut-être partir sur la justice sociale. D'accord. Madame la Ministre, est-ce que vous allez trancher ou alors donner la 3e proposition? Vous pensez plutôt sur quoi, vous? Alors moi, j'aurais plutôt penché sur le vivre ensemble, mais... Je suis interrogative sur les journées internationales. Ok. Je suis interrogative sur leur effet de bonne conscience immédiate et de négligence par la suite.
Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de journées internationales. Il doit y même avoir des chapes chaleureux, éventuellement, peut-être. Qui sait? Mais un objectif, une ambition sociale et politique, ça doit être un peu plus qu'une journée internationale. Ok, ben justement, on va pouvoir en reparler justement après, mais on va quand même donner pour nos téléspectateurs la réponse. Et bon, vous l'avez deviné, Emma m'avait un peu spoilé, c'était effectivement le vivre ensemble en paix. Peut-être pour vous expliquer, donc c'est le 8 décembre 2017 que ça a été établi, qu'il y a une résolution qui a été justement créée pour proclamer cette journée internationale du vivre ensemble. Il y a 193 pays de l'Assemblée générale des Nations Unies qui l'ont adopté. Et avant peut-être d'aller un peu plus loin dans l'explication de cette journée, je voulais savoir comment est-ce que vous définiriez justement le vivre ensemble. On va peut-être commencer par là, parce que d'abord Emma peut-être, et puis après Vous êtes peut-être un peu plus Vous experte que ça. nous. C'est bien, raison de plus pour que je vous écoute. C'est ça. En fait, moi, ça peut paraître vraiment débile comme réflexion, mais pour moi, c'est le fait que tout le monde puisse vivre ensemble en étant bien et que personne ne se sente exclu. Donc pour moi, ce serait ça en très gros, le vivre ensemble. C'est déjà très bien. Tu as quelque chose à rajouter, Richnel? Pour moi, sans être redondant, ou alors je vais aller dans le même sens que Emma, mais pour moi, je vois ça comme le fait de pouvoir cohabiter tous ensemble en acceptant les différences de l'autre, quoi. Donc accepter que l'autre est comme moi et tout, pouvoir partager plusieurs idées et tout. Voilà. Ok. Madame la ministre, est-ce que vous auriez-vous une autre définition ou est-ce que vous compléteriez celle des Non, jeunes? je consolide les deux définitions qui ont été données parce que ce que ça veut dire vivre ensemble, c'est juste rappeler que nous sommes différents. Ok. Que nous sommes singuliers, nous sommes différents. Et que nous pouvons nous fixer un idéal de société. Il y a des endroits, il y a des sociétés qui sont des sociétés de caste, qui décident que toi, tu restes dans ta communauté, ton ethnie, ta tribu. Il y a toutes sortes de termes péjoratifs pour expliquer ça. Toi, tu restes là, tes droits sont limités à ça, et ça ne doit pas bouger. Et puis, il y a des sociétés qui sont des sociétés égalitaristes, qui disent « nous sommes différentes, nous sommes différents, mais nous formons une communauté humaine, nous nous fixons un destin commun, que nous allons partager, que nous allons bâtir ensemble. » Et c'est là où l'égalité prend du sens, parce que si on est tous pareils, qu'on pense pareil, qu'on vit pareil, qu'on a exactement la même culture, les mêmes croyances, etc., on n'a rien à faire ni de l'égalité, ni de s'inquiéter de l'idéal, de l'avenir, etc. Par contre, le fait de dire « nous sommes différents et nous avons le droit d'être différents », simplement, nous prenons en charge ensemble un destin commun. Donc, chacun d'entre nous va faire l'effort nécessaire pour que nous bâtissions ce destin commun. Donc, ça, c'est une des grandes ambitions, d'une part de la démocratie, reconnaître les droits, les mêmes droits pour tout le monde, et d'autre part de la République, c'est-à-dire de dire qu'il y a une res publica, une chose commune. Cette chose commune, nous la portons ensemble, et l'égalité est la condition pour que nous puissions porter cette chose commune. Ok, c'est super intéressant. C'est super complet. Merci beaucoup à Madame la Ministre. Et donc, justement, pour vous expliquer en deux petits mots, même si on l'a déjà un peu expliqué, cette journée, c'est justement un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale, justement en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et la solidarité. Et donc, c'est un peu pour inviter finalement les États membres à agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable. Et alors, Madame la Ministre, vous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous trouvez justement que dans ce monde qui est justement empli de guerres et de conflits, est-ce que vous trouvez que ça a encore un impact et un intérêt justement d'avoir cette journée internationale de la paix, de vivre ensemble en paix, pardon? Alors, la question est de savoir ce que les gouvernements font la veille de la journée et le lendemain de la journée. C'est ça la question. C'est à peu près ça, oui. Mais en tout cas, en tant qu'ambition, oui, de plus en plus. Mais sinon, nous sommes perdus. Ça dure combien de temps, les guerres? Tous ceux qui ont des armes à ne plus savoir qu'en faire et qui, en plus, qui se vantent de provoquer l'enfer, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement? Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un avenir possible dans la violence, dans la brutalité, dans l'injustice, dans la criminalité générale, officielle, publique, gouvernementale? Est-ce qu'il y a un avenir dans ça? Mais non, tôt ou tard, il faudra arrêter. Ceux qui sont en train de détruire Gaza, tôt ou tard, il faudra arrêter. Ceux qui sont en train de commencer à détruire le Liban, tôt ou tard, il faudra arrêter. Tôt ou tard, il y a une fin à cela. Donc, quel est le sens
Sauf que les personnes, les enfants, les femmes, les adultes, les hommes, les personnes âgées, toutes ces personnes qui ont été détruites, qui les fait revenir? Personne, malheureusement. Oui. Donc, vivre ensemble, c'est la seule voie possible. Il n'y en a pas d'autre. Vivre ensemble sur cette planète. Et vivre ensemble sans continuer à abîmer la planète. C'est ça la perspective possible et souhaitable. Et c'est la vôtre. Bah oui, on essaye en tout cas. Bah justement, Romane, tu avais une deuxième question qui est peut-être justement liée à essayer de promouvoir le vivre ensemble, si je ne me trompe pas. Oui, justement, comme on le disait, on a un objectif de vivre ensemble, d'une société où on pourrait vivre ensemble, mais on voit que dans les faits, c'est parfois un peu plus compliqué. Et on entend souvent, notamment dans les discours, depuis plusieurs années, que les jeunes, il y a une diminution de leur engagement politique et collectif, et que par exemple, les questions sociales, ils s'y intéressent de moins en moins. Et on le remarque, par exemple, au niveau des espaces de participation traditionnels, où on voit que c'est parfois difficile de mobiliser les jeunes. Et donc, ma deuxième question, c'est: qu'est-ce qui explique principalement, selon vous, le manque de mobilisation des jeunes dans les processus participatifs? Alors, ma première proposition, c'est le public visé. Ma deuxième, c'est les lieux où se déroulent ces processus participatifs. Et la dernière, c'est la manière et la posture adoptées pour toucher et appliquer les jeunes. À votre avis? Moi, j'aurais tendance à dire la troisième. La troisième, la manière et la posture adoptées pour toucher et appliquer les jeunes? Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi, j'irais beaucoup plus sur le public visé. Le public visé? Ouais. Ok. Et Madame la Ministre, vous diriez lequel? Alors, à vrai dire, moi, je trouve qu'il y a une jeunesse qui se mobilise. Ok. Je trouve ça très réconfortant. Ok. Je crois que les partis classiques ont de vraies difficultés à mobiliser les jeunes parce qu'eux-mêmes ne se sont pas renouvelés et qu'ils ne proposent pas une perspective, un idéal, un enthousiasme qui puisse mobiliser la jeunesse. Mais je vois que sur les grandes causes, il y a des grandes causes internationales en ce moment, et je vois que dans tous les pays du monde, sur tous les continents, il y a une jeunesse qui se mobilise et qui accepte d'être contredite, d'être critiquée, d'être même stigmatisée. Moi, sur les grandes causes, c'est le génocide à Gaza quand même, on ne peut pas être indifférent. On voit tous les jours, ça fait plus de 2 ans maintenant, qu'on voit tous les jours des images, on voit cette destruction, on entend les discours qui sont posés sur cette destruction, donc on sait qu'il s'agit bien d'un projet génocidaire, on le sait, et moi je vois que sur tous les continents, il y a une jeunesse. Alors, il y a des moins jeunes aussi, mais il y a massivement une jeunesse qui se mobilise. Je vois qu'il y a une jeunesse qui se mobilise pour des droits, et notamment de certaines catégories de population qui sont fragilisées, vulnérables, notamment les migrants. Je vois des jeunes qui se mobilisent dans des pays européens, pas que, mais dans des pays européens, pour venir, parce que leur conception du monde, c'est que... une personne est dans la détresse, une personne est dans le besoin, on lui tend la main. C'est ça leur conception du monde. Ils ont naturellement, alors c'est pas bien de dire naturellement, parce que c'est une vraie qualité humaine au sens où comment je me pense en tant qu'être social. C'est ça. Mais ils ont une réceptivité à l'hospitalité qui fait qu'ils se mobilisent. Ils viennent donner un coup de main, ils donnent des cours à des élèves ou à des adultes pour leur apprendre à lire et à écrire, ils rendent des services, ils apportent des vêtements. Donc moi, je vois cette jeunesse-là. Ce qui me préoccupe, c'est le fait que les partis politiques traditionnels ont tellement perdu de leur souffle, tellement perdu de leur capacité à dessiner l'avenir, qu'on ne voit plus les jeunes se ruer dans les partis. Ah oui. Ah oui, donc Et c'est là la difficulté de mobilisation des jeunes. C'est ça. Donc pour vous, ce serait plutôt, on va dire, la troisième, qui est la manière et la posture dont on va essayer de toucher et appliquer les jeunes, qui serait plutôt ça la réponse. Non plus. C'est pas une question de manière, de posture. Parce que vous pouvez avoir des partis politiques, vous avez des partis politiques, notamment à l'extrême droite, qui arrivent à séduire des jeunes. Ah oui. Okay, Moi, ce qui intellectuellement me désoriente, quand on est jeune, qu'on a toute la vie devant soi, qu'on a la bonne santé, la pétulance, la joie de vivre, etc., être aigri, détester l'autre à cause de sa couleur, de sa religion, etc., moi, je trouve que j'ai pas le chemin intellectuel qui fonctionne, qui corresponde à ça. Bon. Et pourtant, il y a des partis qui proposent ça et qui arrivent à mobiliser la jeunesse. Parce que eux, ils ont la posture. Ok. Eux, ils ont la méthode. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc, vous voyez Donc moi, je trouve ça plutôt dangereux de se dire, je vais trouver une posture, une méthode pour aller séduire la jeunesse. C'est dans le fond
La jeunesse n'est pas idiote. C'est dans le fond, c'est en travaillant sur le fond, c'est en proposant une perspective mobilisatrice qu'on peut mobiliser les jeunes. Ok. Bah, tu veux nous dire quelle Bah était oui. la réponse pour C'était super intéressant, Madame la Ministre. C'est vrai que moi, dans l'article que j'avais lu, c'était un article qui venait de l'association Périphéria. Et justement, lui, il mettait plutôt en évidence que c'était ça qui faisait le manque de mobilisation. C'était la dernière réponse, donc la manière et la posture adoptée pour toucher et appliquer les jeunes. Et c'est super intéressant de voir justement la nuance que vous apportez. Et ça crée justement du débat. Mais comme on avance vite sur le temps, je vais peut-être poser une petite question aux deux, à Rishnel et à Emma. Une petite Oui, question. une petite C'est vrai question. qu'on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. C'est justement, on parlait de grandes causes, etc. Et est-ce que vous trouvez que les jeunes, ils sont capables de dépasser, on va dire, leurs préoccupations individuelles pour aller vers des causes plus collectives, pour justement faire le lien et ouvrir à d'autres publics qu'eux? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent bien se dépasser et voilà. Cette année, il y a eu beaucoup de manifestations qui concernaient directement les jeunes, avec l'augmentation du Minerval. Vous avez vu la mobilisation sur Bruxelles et tout. Mais cependant, il y a d'autres qui veulent manifester, mais ils ne savent pas parce que voilà, tu vas avoir un étudiant, par exemple, ou un jeune qui est arrivé pour des études après quelques années, il a perdu son titre de séjour. Bon, en fait, il mesure tellement le risque d'aller faire une manifestation, sachant que, ok, si je vais dans une manifestation et que j'ai pas ma pièce d'identité, je peux me faire arrêter et après, c'est une possibilité ou alors une éventualité de refoulement et tout. Donc voilà, ça réduit un peu la motivation ou alors l'engagement des jeunes à ce niveau. Mais cependant, il y a des jeunes vraiment qui ont envie de manifester et malgré ça, il y a des jeunes qui vont dans la rue. Ok. Bah oui, Rishnel, tu parles d'engagement, donc on repart sur quelque chose d'un peu plus positif, de dire que même si le monde n'est pas parfait, il y a quand même des actions qui sont menées. Et c'est sur ça qu'on va déjà bientôt finir notre émission, parce que le temps passe très vite. Il nous reste plus qu'une dernière séquence où il n'y a plus de débat, c'est une petite séquence qu'on va faire vraiment très rapidement, et où on va vous proposer, chaque chroniqueur autour de la table, de vous partager une petite action ou une petite structure qui justement prône ces valeurs de vivre ensemble, de société solidaire et inclusive. Donc on va faire ça dans la séquence qui s'appelle le What's Next. Alors donc le What's Next, c'est très simple. Chaque chroniqueur va donc me parler, comme je l'ai dit, d'une chose d'une action, d'une structure qui pour lui prône le vivre ensemble. Et on va commencer directement par Roman. Et oui, donc moi je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Café Opéra, qui est donc un espace social, inclusif et solidaire qui se trouve à Liège et qui a été lancé en septembre 2023 par l'association Culture Liège SBL. Et donc le but, ça va être de s'engager envers l'inclusion sociale, l'emploi et la création d'un espace de rencontre unique, vu qu'on parlait de faire le lien. Et donc on retrouve non seulement une cafétéria où on peut donc se restaurer à des prix plutôt abordables pour justement permettre à tout le monde de manger, mais aussi un espace social où des gens de tout horizon vont se rencontrer et partager des moments. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui a comme valeur la célébration de la solidarité, de la diversité, l'inclusion et faire communauté ensemble. Trop bien. Rishnel, toi aussi, tu avais quelque chose à nous partager. Ouais, du coup, moi, je suis allé du côté de Bruxelles parce que le 8 mars dernier, il y a des jeunes qui se sont lancés. Ils ont mis en place ce projet intitulé Racisme en itinérance. Et le but ici, vraiment, c'est de pouvoir regrouper les jeunes et les édifier par rapport à la question sur le racisme et tout. Et cependant, il y a 2 dates qui sont annoncées pour un atelier. Nous avons le 25 avril et la thématique sera portée sur l'histoire coloniale belge, le 9 mai, sur les rapports migratoires nord-sud. Donc, comme j'ai dit au départ, le but vraiment du projet, c'est de pouvoir faire participer les jeunes et faire réfléchir les jeunes et les faire échanger et agir de manière positive sur les questions qui seront abordées. Super intéressant. Plus précisément la question sur le racisme. Okay, cool. Merci Rishnel et merci Roman pour ces super initiatives que vous nous partagez. Moi, je me suis dit que j'allais aussi me prêter au jeu cette fois-ci et je ne pouvais pas ne pas parler du Festival Libertad d'aujourd'hui. Donc, c'est un festival qui se déroule jusqu'au 25 avril. Il est entièrement gratuit et vraiment, le but, c'est de prôner une société inclusive, solidaire, fraternelle. Donc, c'est vraiment que de belles valeurs. Et donc, il y a 2 grands événements qui restent encore. Il y a le 24 avril, il y aura une conférence de Kiemis et de Rokhaya Diallo. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, ça risque d'être super intéressant. Et le 25, il y a aussi plein de concerts, de dégustations culinaires, vraiment plein de chouettes activités.
et c'est vraiment pour clôturer le festival, donc faut vraiment pas hésiter à y aller. Donc vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, franchement, c'est l'occasion d'y aller pour justement faire un pas vers le vivre ensemble. Donc allez-y, n'hésitez vraiment pas. Et c'est vraiment sur ces mots qu'on va terminer. Madame la ministre, je voulais vous laisser quand même le mot de la fin, nous dire, est-ce que vous avez une dernière chose à dire aux jeunes qui nous regardent en quelques mots? Le monde qui vient est le vôtre. Faites-le à votre image. Je vous regarde, vous êtes belle, vous êtes beau. Dans le monde entier, je circule dans le monde entier. La jeunesse est belle, elle est dynamique, elle est généreuse. Avant qu'on lui infuse de mauvaises pensées égoïstes et de rejet, racisme et toutes les formes de rejet, la jeunesse est belle et généreuse. C'est votre monde. Faites-le à votre image, c'est tout. Waouh, bah c'est vraiment des très belles paroles et ça clôture parfaitement cette émission. Donc j'espère que vous autour de la table, Madame la Ministre, Romane, Richnel, ça vous a plu ce petit moment qu'on a partagé? Absolument. Ah bah super. Comme toujours, c'est toujours très enrichissant. Donc on a profité Trop bien. aujourd'hui, en plus avec Madame la Ministre, une fois de plus. Oui, encore merci à vous. C'est vous un remercie honneur et tout. encore. On vous remercie beaucoup. Donc, merci. Ça, c'est du bon temps avec vous. Bah, très bien. Bah, si vous qui nous regardez, ça vous a plu autant que nous, ça nous a plu de la faire, sachez qu'on peut retrouver cette émission en différé, on peut la retrouver sur Ovio, sur Vedia et également sur YouTube, donc vous nous trouverez facilement. Et on fait de la vidéo, mais comme je l'ai dit au début, on fait également de la radio, donc vous pouvez nous retrouver les derniers mercredis du mois sur Equinox. Faut pas hésiter, c'est l'occasion d'écouter d'autres jeunes aussi parler de plein de sujets intéressants. Et puis, dans tous les cas, si vous ne voulez louper aucune info, vous n'avez qu'à aller sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez partout, sur Facebook, TikTok, LinkedIn, Insta, bref, vous nous trouverez partout. Et on a également un site internet, c'est le www.scan-r.be. Donc, normalement, ça va être facile pour nous trouver, donc n'hésitez pas. Et je pense que je n'ai plus rien à dire. C'est sur ces petits mots que je vais clôturer cette émission. Donc nous, on vous dit en tout cas au mois prochain. Et d'ici là, salut tout le monde!